Dans ce podcast, je vais vous parler de la responsabilité de l'éducateur canin. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important à aborder. Et je pense qu'il y en a qui ont vraiment oublié qu'en tant qu'éducateur canin, on avait un peu une responsabilité. Il y a encore pas longtemps, j'ai été chez une cliente. C'était du coup pour de la rééducation, là au stade où le chien en était. Et donc moi je pose toujours lors de mes bilans, donc le bilan c'est le tout premier rendez-vous que je fais avec le client. Il dure un peu plus longtemps qu'un cours standard parce que ça me permet de faire vraiment le tour des problématiques que le client peut rencontrer avec son chien. Et ça me permet également d'étudier la génétique du chien, qu'est-ce qu'il a appris, etc. Et donc de déterminer d'où vient la problématique et comment je vais aider le client à la résoudre. Et donc, je pose toujours cette question, est-ce que vous avez déjà fait appel à un éducateur canin ? Alors, je demande toujours, est-ce que c'est par le passé avec un autre chien ou est-ce que c'est avec ce chien-là ? Est-ce que c'est pour cette problématique-là ? Et de plus en plus souvent, je constate que les personnes, donc je vous parle notamment de rééducation comportementale, mais c'est valable en éduc classique. Hein. Des fois, j'arrive, le chien, il a peut-être 4 mois et puis les personnes ont déjà vu quelqu'un. Et en fait, donc je constate que de plus en plus de personnes ont déjà vu un éducateur canin. Alors ça, sur le principe, pas de souci. Mais en fait, elles ont fait des séances. Moi, je vois sur la majorité des chiens, mon maximum de séances, c'est 5-6 séances. Et la majorité, en fait, ont déjà vu quelqu'un, ont déjà fait 10-15 séances. Et en fait, la problématique en est toujours au même point. Et voire même, en fait, la problématique n'a pas été abordée. Là, par exemple, il y a de ça quelques temps, j'ai eu toute une salve de clients qui venaient toujours de chez le même éducateur. Et en fait, qui y étaient allés pour de la réactivité congénère, notamment, ou de la réactivité humaine. Et puis en fait, ils ont passé peut-être 6-7 séances à bosser de la marche au pied, des assis, des couchés, des pas bougés. Et à aucun moment donné, ou quasi aucun moment donné, ils ont travaillé la problématique. Alors peut-être certains d'entre vous diront « Ah mais oui, mais un chien qui est agressif envers ses congénères, on le met au pied et du coup il n'est pas agressif. » Oui, d'accord, mais ça c'est un comportement. C'est juste du behavioring. Vous n'êtes pas en train de changer l'émotion quand vous faites ça. Donc s'il n'y a pas une très bonne marche au pied, et en l'occurrence quand il n'y a pas de marche au pied, si on ne le met pas en marche au pied, ça veut dire que le comportement est le même. Mais bref. Et donc en fait, ils n'ont absolument pas travaillé ces problématiques. Et vous savez ce que c'est le meilleur dans l'histoire, c'est que en fait, les clients, du coup, je leur dis, du coup, vous venez vers moi, pourquoi vous venez vers moi, etc. Et ils me disent, parce que maintenant, on aimerait bien travailler la problématique. Alors moi, dans ma tête, je me dis, oui, c'est logique, au bout d'une dizaine de séances, que tu as fait du assis, couché, pas bouger, je pense que si ta demande de base, c'est de bosser ta problématique. Et en fait, je remarque, en posant mes questionnements, que, en fait, c'est quasiment jamais les clients qui disent à cette personne, écoutez, on arrête parce que vous bossez pas notre problématique. La majorité du temps, figurez-vous que c'est l'éducateur canin qui dit au client, écoutez, du coup, moi je peux plus vous prendre parce que j'ai plus de place dans mon agenda et j'ai plus le temps de m'occuper de vous. Et moi je me dis, mais c'est incroyable parce que du coup, c'est les clients qui se font virer par l'éducateur canin, qui a quand même commencé un contrat avec eux et qui, derrière, en fait, se font virer parce que lui n'a plus de place dans l'agenda. Et en fait, je constate, là, pour en avoir fait une petite dizaine facile comme ça, je constate qu'en fait, c'est quand il se rend compte qu'il n'arrive pas à travailler la problématique ou que la problématique ne se résout pas avec assis, couché, pas bouger, du coup il leur dit « Ah désolé, j'ai plus le temps de m'occuper de vous ». Mais en fait, juste, on ne peut pas faire ça. Vous voyez ? Alors déjà, première chose, dans la responsabilité de l'éducateur canin, il y a un premier élément, c'est que si on commence un contrat avec quelqu'un, en fait, on va au bout. Alors, on va au bout, je mets un bémol. Là, par exemple, il y a quelque temps, j'ai pris en charge une personne avec son petit loulou, que en fait, elle a vu un éducateur canin qui a fait du coup une bonne dizaine de séances. L'éducateur canin ne s'en sortait pas ni avec elle ni avec le chien. Et surtout avec le chien, bien sûr, parce que la cliente, elle est vraiment adorable en plus. Qui du coup lui a offert plus d'une dizaine de séances. Et puis qui quand même, au bout d'un moment, lui a dit « Écoutez, moi je laisse tomber parce que j'y arrive pas ». Mais en fait, il y a un moment donné
où tu te rends compte quand même avant la 20e séance que tu n'arrives pas à résoudre la problématique. Et sur le principe, c'est ok. Je veux dire, on n'a pas tous toutes les connaissances. On peut avoir une limite de compétences également. Il y a des choses, des problématiques par exemple, qu'on peut tout simplement ne pas arriver à travailler. Pour une raison X ou Y, il y a des, voilà, c'est comme dans tout, il y a des choses où on est très très bon. Par exemple, moi, je suis très bonne dans tout ce qui est travail sur le rappel et la prédation. Et puis, il y a des choses où je suis un peu moins performante, comme par exemple tout ce qui est protection de ressources. Tout ce qui est protection de ressources, en général, il y a un moment donné, il y a un grade où j'ai un bug. Et soit je renvoie auprès de personnes qui, je sais, seront plus compétentes que moi sur cette partie-là des compétences, ou soit simplement je demande à des collègues, je leur explique le cas, je regarde avec eux comment travailler. Et voilà, alors des fois ça arrive que en fait j'ai mis en place tout ce qu'il y avait à mettre en place, mais il y a des fois aussi où ça me permet de tirer des outils de personnes qui ont ces compétences sur ce domaine-là précis. Et donc dans la responsabilité de l'éducateur canin, au final, il y a déjà cette première chose, c'est être capable d'avoir, enfin selon moi, hein, c'est d'être capable d'avoir cette humilité de dire, écoutez, là, j'ai atteint ma limite de compétence. Alors bien sûr que si l'éducateur canin se retrouve à le dire toutes les 2 secondes et au bout de 3 séances à tous les clients, faut pas qu'il soit éducateur canin, enfin pas tout de suite, faut qu'il aille se former, ça veut dire qu'il y a vraiment un manque de formation. Je pense que moi, en 10 ans de carrière, en tant que pro, je parle, hein, parce que je fais du chien depuis beaucoup plus longtemps, mais avant bénévole. Mais en 10 ans de carrière, je pense qu'il a dû m'arriver peut-être, 3, grand maximum 4 fois de réorienter quelqu'un parce que j'avais pas ces connaissances-là ou ces compétences-là. Grand maximum. Il y a eu une fois où j'ai renvoyé une personne sur un collègue également parce que je voyais très bien que ça allait pas matcher. Elle voulait absolument utiliser son collier électrique et sa clôture électrique et moi j'étais absolument pas d'accord. Mais attention parce qu'il y avait d'autres choses en plus derrière, mais voilà. Et donc j'ai dit, nous deux on matchera pas, donc je préfère vous renvoyer vers quelqu'un où ça matchera. Donc à un moment donné, il faut savoir déjà avoir cette humilité de simplement se dire, ok, j'ai atteint ma limite de compétence ou là ces compétences-là pour ce domaine-là je ne l'ai pas. Ça c'est la première chose. Et avoir aussi l'honnêteté envers le client de dire, écoutez, voilà, là moi j'ai une limite. Et du coup, je vais voir, je vais vous aider à chercher une solution, je vais chercher autour de moi, mais moi j'ai atteint une limite. Ça, c'est de l'honnêteté. Et ça fait vraiment partie de la responsabilité de notre job. Personne ne sait tout faire dans son domaine, c'est absolument impossible. Ou alors c'est que vraiment, il est temps de changer de job, parce qu'on n'y apprend plus rien. Donc ça, c'est pour moi la première notion. La deuxième notion dans la responsabilité de l'éducateur canin, selon moi, c'est d'éviter de dire des conneries aux gens. Parce que je constate de façon vraiment illimitée le nombre de clients qui arrivent vers moi en me disant « on m'a dit ci, on m'a dit ça, on m'a dit que je devais faire comme ci, on m'a dit que je devais faire comme ça parce que… » Alors, je pourrais vous donner plein d'exemples. Et justement, parce que je pense qu'il y en aurait trop, je vais éviter de tous les citer, mais cette notion d'aller dire des choses qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas scientifiques, qui sont totalement erronées, de les afficher comme vérité établie et d'enseigner aux gens des stupidités. Alors, exemple prioritaire, je dirais, un peu comme la notion de la dominance pendant des années. On a encore, même des éducateurs canins, qui disent « Ah, si il vous grimpe la jambe ou si il grimpe l'autre chien, c'est qu'il est dominant. » Bon sang, non, il n'est pas dominant. Aujourd'hui, ça a été prouvé. Alors, c'est pas le post sur la dominance, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Mais non, ce n'est pas de la dominance parce que le chien grimpe. On parle d'excitation sociale, on parle d'excitation par irritation, d'excitation par frustration, mais on n'est pas dans de la dominance, d'accord ? Donc, quand on voit, et ça c'est vraiment entre autres, je vous parle même pas de certaines notions, par exemple comme le harnais, sur la laisse en rouleur, sur plein de choses en fait du quotidien avec le chien, où en fait les clients arrivent, puis je vois qu'ils font d'une certaine façon et je leur dis où est-ce que vous avez appris ça ? Ah mais on m'a dit qu'il fallait faire comme ça. Ok, pourquoi ? Et en fait même l'explication est tellement alambiquée ou tellement pleine de non-sens
que je remarque que même quand les gens me le disent, ils me regardent. Alors je pense qu'ils voient ma tête aussi, un petit peu interrogative. Et en fait, même eux, ils se disent « Ouais, mais en fait, c'est pas logique, ça fait pas sens. » Bah ouais, ça fait pas sens. Carrément que ça fait pas sens. Et ça, bah malheureusement, souvent... en fait, les gens écoutent et appliquent. Pourquoi ? Parce qu'ils partent du principe, et ils ont totalement raison. Hein. Moi, je fais pareil avec mon plombier, j'ai envie de vous dire. Ils partent du principe qu'ils font appel à un professionnel. Et donc, heureusement, ils font confiance à un professionnel. Et ils ont raison de faire confiance dans ce sens où il n'y a rien de plus difficile, quelque part, que de travailler avec quelqu'un qui nous fait pas confiance, qui met en doute tout ce qu'on lui dit. Mais en même temps, ces personnes-là, celles qui sont sceptiques, elles ont raison parce que déjà les connaissances évoluent chaque jour, ou peut-être pas chaque jour, mais presque. Et effectivement, typique dans notre métier, si on se tient pas à jour des nouvelles connaissances, si on tient pas à jour des nouvelles avancées scientifiques, et au final on raconte des âneries à nos clients. Et un exemple typique, c'est ceux qui viennent encore dire que si vous stérilisez pas ou castrez pas votre chien à 6 mois, du coup, il aura des tumeurs mammaires, elle aura des tumeurs mammaires, et il aura des cancers de la prostate. Aujourd'hui, il y a des études scientifiques qui sont venues récrier ça et qui sont venues dire non, ce n'est pas avéré parce que l'étude qui avait été faite il y a de ça 40 balais en arrière et qui disait que fallait stériliser tôt, castrer tôt, etc. Aujourd'hui, on sait que c'est une étude qui n'est pas basée sur un nombre d'individus et un panel d'individus suffisamment éloquent pour dire « Ok, c'est une vérité ». Non, c'est pas une vérité. Aujourd'hui, les dernières études, elles montrent que plus un chien est exposé longtemps à sa prostate ou une femelle longtemps à ses ovaires, plus on lui augmente la vie déjà, ce qui n'était pas du coup une vérité. Mais encore une fois, c'est la vérité du moment. Et moi, j'aime bien ce principe de comprendre que toute vérité est une vérité du moment. Une vérité absolue, il y en a très très peu en ce monde. Peut-être que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, on va nous prouver par A plus B que seules les femelles qui font des grossesses nerveuses après leur première chaleur ont des tumeurs mammaires. J'en sais rien. Alors, je suis à peu près sûre que ça, on va pas pouvoir nous le prouver parce que déjà aujourd'hui, ça peut pas être une vérité. Mais vous voyez, c'est la science évolue, les connaissances évoluent. Donc déjà, il y a une priorité dans notre responsabilité en tant que professionnel, c'est de se tenir à jour des connaissances. Et en plus de ça, on a cette responsabilité dans la notion que quand on explique quelque chose à un client, on se doit d'être pas sûr de ce qu'on avance, parce qu'il y en a, ils sont très très sûrs d'eux, mais d'être sûr que ce qu'on dit, c'est une vraie donnée professionnelle. C'est pas, je sais pas, c'est comme de dire votre chien il fait ça et je le sais parce que mon chien il était pareil. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a le même comportement que fatalement c'est la même origine émotionnelle ou même pathologique dans certains cas. J'ai vu il y a quelques années une véto j'ai envoyé un client à moi chez le véto pour mettre en place un traitement. On parle de pathologie, pas de médical à proprement dit là, donc de pathologie comportementale. Donc moi j'ai dit au client, vous lui dites que la problématique c'est ça, donc il faut aller sur telle molécule, parce que attention, je précise, je suis formée pour ça, je ne peux pas prescrire, mais je sais quelles sont les molécules qui vont avec quel problème pathologique. Et en fait, la véto, elle a été à l'opposé de ce que moi j'ai préconisé. Et figurez-vous que, alors, qu'elle soit pas d'accord sur la molécule, qu'elle en utilise une autre, c'est une chose sur le fond. Mais moi, ce qui m'a posé problème, c'est que son fond, c'était « Ah, mais moi, ma chienne aussi, elle détruisait, je l'ai mise sous ce médoc et du coup, ça a été mieux. » Mais bon sang, elle a pas fait d'analyse comportementale du chien, elle l'a pas étudié. La cliente est juste arrivée en disant « Voilà, ma chienne détruit, j'ai vu un comportementaliste, il m'a dit qu'il fallait plutôt aller sur cette molécule et tout. » Et la véto, une véto qui dit « Oui, alors du coup, il faut donner ça parce que moi, ma chienne, elle faisait pareil et je lui ai donné ça et ça allait mieux. » Non, on peut pas prescrire un médoc sous prétexte que son chien
faisait pareil, et donc avec ce médoc ça allait mieux. Il faut une vraie étude derrière, il faut étudier le chien, il faut étudier la pathologie, étudier les comportements, bref, une vraie étude. Et vous voyez, du coup, c'est pareil, même pour les vétérinaires, il y a une responsabilité à avoir de soit refaire un bilan et voir s'il va dans le même sens que l'éducateur canin, soit ne pas être d'accord et à ce compte-là en discuter avec la première personne qui a fait le bilan. Potentiellement, ça c'est du travail collaboratif, c'est encore un autre domaine, mais quoique non, parce que le travail collaboratif, c'est aussi ce qui fait qu'on aide le mieux notre client, et pas de se tirer dans les pattes en disant ah non, moi juste je suis pas d'accord et donc voilà, je fais qu'à ma sauce. Parce qu'accessoirement, de un, on a tous des études, ou presque tous, des études derrière nous. Pour beaucoup, on a travaillé dur pour devenir aussi performant qu'on l'est. Et je suis désolée de le dire, mais les véto-comportementalistes, c'est pas avec la quantité d'heures de formation qu'ils ont dans leur formation qui peuvent dire qu'ils sont plus performants absolument qu'un éducateur canin comportementaliste. Ça, c'était la petite aparté, mais ça fait partie de la notion des responsabilités que je vous explique. Pendant des années, j'ai connu quelqu'un, alors gentil, hein, somme toute, pas de souci avec ça, mais il a jamais fait une formation. Alors j'espère que ça a changé depuis, mais j'en suis pas certaine au vu des retours. Mais en fait, cette personne il se disait autodidacte. Puis un jour, je lui dis, mais c'est quoi que t'appelles autodidacte dans le monde éducateur canin? Et en fait, cette personne n'a jamais passé ni un certificat, ni un diplôme, ni quoi que ce soit. Ça, c'est la magie de la France. Et en fait, il s'est formé avec les livres. Donc, certes, il lit beaucoup de livres. Alors, je vous dis pas si le livre n'est pas à jour, hein, comme les livres de Joël Dehaas pendant tout un temps. Il nous le disait en formation, il disait ne lisez pas mes anciennes éditions. Elles sont pas à jour des connaissances. Lisez bien les nouvelles. Déjà parce que les connaissances ont évolué. Et typique dans ses premières éditions, il parlait de dominance et puis dans les nouvelles, il n'en parle pas. Et donc cette personne, en fait, lisait des bouquins à gogo, mais travaillait en clientèle. Et moi, je l'ai connu pour un chien que j'ai bossé en refuge où à un moment donné, je devais partir justement en formation 5 jours et il se trouve que le chien en refuge, je le bossais tous les jours, donc j'avais fait appel aux éducs en fait en disant voilà qui serait d'accord pour venir continuer de travailler pendant le temps de mon absence. C'est cool, c'est comme ça que je l'ai connu. Mais c'est en le voyant travailler. Alors je me suis dit bon, je lui donne les consignes, tu lui expliques le travail qu'il y a à faire, donc on sera bon. Et du coup je lui dis mais t'as fait quoi comme études, t'as passé quoi comme diplôme, t'as fait quoi comme formation et tout? Et en fait il me dit ouais j'ai lu des livres. Je fais pardon? Je dis ok ouais t'as lu des livres, mais je veux dire t'as le BP professionnel, t'as fait l'équivalent BP en Suisse, t'as passé la cassette, des choses comme ça. Ah non, j'ai juste lu des livres. Et je dis, mec, tu bosses en clientèle. Il dit, bah ouais. Mais non, en fait, tu veux pas, parce qu'en fait, au-delà du côté législatif de la chose, hein, on est quand même censé avoir un minimum de diplôme pour bosser. J'ai bien dit un minimum. Parce qu'en France, la cassette suffit à mon grand désespoir. Ou même si ça m'a arrangé à une époque, voilà, c'est quand même assez aberrant. Et ben voilà, typique dans la notion de responsabilité, Comment est-ce qu'on peut aller en clientèle? Comment on peut recevoir des gens qui arrivent avec des problématiques alors plus ou moins graves et en fait juste être en autonomie avec les bouquins qu'on a lus? Pour moi, c'est hyper grave en fait. Pour moi, c'est hyper grave parce que non seulement quand une personne vient pour un chiot, on pourrait se dire qu'un chiot c'est facile, mais non, parce qu'un chiot, il y a quand même tout le développement comportemental lié à la non-réactivité à l'âge adulte, etc. Tout le développement émotionnel qui est à prendre en charge, qui est hyper important. Combien de gens aujourd'hui ont des bergers australiens de 6, 7, 8 mois qui sont surexcités, mais bien surexcités, voire même pour certains, pour pas dire beaucoup, qui sont mordeurs, tout simplement parce qu'on n'a pas appris au chien à gérer son émotionnel. Et c'est quand même aberrant. Et en fait, quand on pose la question, alors soit les gens se sont dit « Oh, mais il est tellement cool, petit !» Bah ouais, mais un chien, ça évolue. C'est un individu. Et combien on fait appel à des éducateurs canins? Et oui, ils ont bossé assis, couché, pas bougé. Mais ça fait pas l'éducation d'un chien. L'éducation d'un chien, elle prend en charge aussi le comportement, les émotions, et pas que des positions au final. Mais c'est pareil avec les enfants. Hein. Les enfants, c'est exactement la même éducation. Aujourd'hui, on les prend en charge émotionnellement. On prend en charge tout un panel de choses
qui vont faire partie de l'éducation et de leur développement en tant qu'adultes et du fait qu'ils soient bien dans leurs pattes et qu'ils se développent bien et qu'ils soient bien en société, qu'ils soient pas juste des nouilles qui suivent ce qu'on leur dit et qu'ils arrivent à se développer aussi intellectuellement. Mais c'est pareil sur le chien. Et ça, c'est quand même une sacrée responsabilité. Parce que quand on a un chiot qui arrive, le chiot qu'on reçoit, c'est quand même l'adulte que les gens vont avoir quelques années plus tard. Si on fait n'importe quoi avec le chiot, ou si on vient pas gérer les bonnes problématiques, si on n'est pas capable de détecter, par exemple, que le chien fait de la protection de ressources, il y a des prémices qu'on peut voir déjà tout petit. Combien de gens me disent... Quand j'arrive pour un problème de protection de ressources, par exemple sur la gamelle, etc., combien me disent « Ah, mais on mettait la main dans la gamelle, il disait rien. » Mais il disait rien, il vocalisait pas, donc vous l'entendiez pas grogner ? Oui, ok, mais est-ce qu'il figeait ? Est-ce qu'il accélérait quand il mangeait ? Est-ce qu'au moment où vous rajoutiez la main dans la gamelle, est-ce qu'il plongeait la tête dans la gamelle ? Ah oui, effectivement. Ah bah ouais, bah en fait... ok, et vous avez vu un éducateur canin ? Ben bravo ! Parce que au final, le chien montrait déjà des signes de protection de ressources. Ça n'a pas été vu, ça n'a pas été lu, ça n'a pas été pris en charge. Et à un moment donné, on se retrouve avec un chien qui mord. Donc, on a une sacrée responsabilité. Je vais pas aller jusqu'à dire on a la même responsabilité qu'un parent qui éduque son enfant, mais quand même pas loin. Pourquoi ? Parce que les propriétaires, les humains de leurs canins, viennent quand même nous chercher, nous appellent, font appel à nous, encore plus pour un chiot, pour les aider à ce que leur chiot se développe de la meilleure façon qui soit, qu'il ne devienne pas agressif, qu'il puisse l'emmener partout pour beaucoup aujourd'hui. Et quelque part, ils nous délèguent un peu le système éducatif. C'est-à-dire que nous, si on arrive et qu'on met des grosses sacs à dos chiots en leur disant c'est ce qu'il faut faire, ils vont le faire. Et on va prouver par A plus B, parce que le chiot il va vite se mettre au pied, que vous voyez, ça marche. Ouais, ça marche, mais derrière on détruit le chiot. On le détruit complètement. Mais les gens vont le faire parce qu'on est des professionnels. On est des professionnels et donc les gens vont le faire. Ils vont nous écouter, ils vont nous faire confiance. Et j'avoue que parfois, j'atteins mes limites émotionnelles quand je vois les dégâts qui ont pu être faits sur un chiot. Et on peut pas blâmer les propriétaires. Parce que les propriétaires, ça des fois, quand je discute avec d'autres collègues, parfois des collègues, entre guillemets, un peu moins tolérants que moi, me disent oui, mais quand même, franchement, comment ils ont pu faire ça, les propriétaires ? Ils ont fait appel à un professionnel. Le professionnel leur a dit, faut faire ça. Si demain vous allez chez le dentiste et qu'il vous dit, faut mettre de la pâte rose sur vos dents tous les jours, c'est un professionnel, vous allez le faire. Ça se trouve, ça n'a ni queue ni tête. Il se fout juste de vous, mais vous allez le faire parce que c'est un professionnel. Et là, en fait, c'est exactement la même chose. Les gens font appel à un professionnel et moi, au contraire, je dis, mais ils ont fait un super truc. Bravo. Bravo les propriétaires. Bravo d'avoir été capable de prendre cette décision de faire appel à un éducateur canin. Déjà parce que c'est des frais en plus, que théoriquement, en faisant appel aux bonnes personnes, c'est sûr, oui, ça a un coût, clairement. Mais bravo parce que tout le monde ne ferait pas cette démarche-là, clairement. Et après, c'est à nous, en fait, d'assurer derrière et de faire en sorte d'avoir les compétences qu'il faut pour pouvoir continuer à faire du good job. Donc voilà, c'était alors là, pour le coup, pour une fois, c'est pas une piste de réflexion, hein, c'est vraiment un point de vue clair, net et très tranché sur le fait que quand vous êtes adoptant, que ce soit primo-adoptant ou que vous ayez déjà eu des chiens, si vous avez le moindre doute ou si vous avez des chiens depuis des années et que vous n'avez jamais vu quelqu'un, moi je peux que vous conseiller de faire appel à quelqu'un, mais renseignez-vous bien, demandez, parlez autour de vous, demandez bien, voilà, quelles sont ses méthodes de travail, comment est-ce qu'il a eu ses connaissances. Voilà, si la personne elle vous dit j'ai lu plein de bouquins, vous fuyez, hein, d'accord. Il y a plein de bouquins qui disent plein de choses intéressantes, mais il y a aussi plein de bouquins qui disent plein de conneries. Donc voilà, mais fiez-vous aussi depuis quand la personne exerce. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait appel à cette personne? Regardez les chiens aussi. Alors des fois il y en a qui sont par exemple
encore un peu réactif, mais si vous demandez à la personne elle vous dit oulala, mais ça c'est plus rien comparé à ce que c'était avant. Donc il y a quand même eu une évolution. Vous voyez, c'est des choses, voilà. Faites attention, et aussi 5e accord Toltec, soyez sceptique. Ce n'est pas parce que vous appelez un professionnel que pour autant il est à jour des connaissances, que ce qu'il dit sont des vérités absolues. Soyez sceptique. C'est ce qui vous permettra de travailler au final avec les meilleures personnes, et faites appel à votre bon sens. Quand vous posez une question, et pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, ou pourquoi on le fait même simplement comme ça, moi c'est vrai que je parle beaucoup dans mes cours, j'explique beaucoup de choses aux adoptants, mais tout simplement parce que je pars du principe que s'ils comprennent pourquoi on le fait comme ça, et que ça leur fait sens, ben ils feront beaucoup mieux le travail. Ils le feront avec conviction, parce qu'ils sauront pourquoi ils le font. Ils sont pas, pour moi, quelqu'un qui travaille avec son chien n'est pas un simple exécutant. Voilà, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux pour des choses tout aussi intelligentes ou tout aussi funky.